Bonjour et bienvenue dans les studios d'Inchauseta. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler crise du logement abordable et nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Lépine, cofondateur de Néoproprio, et Jean-Baptiste Ray, directeur délégué de l'EPAMARN, qui vont nous parler des nouveaux dispositifs financiers qui sont mis en œuvre sur le territoire. Peut-être pour démarrer, Jean-Baptiste, un mot sur le contexte de Marne-la-Vallée et du territoire dans lequel tu travailles. Bien sûr. Alors, tout d'abord, sur cette partie de l'Est d'Île-de-France, on a la chance d'avoir encore des fonciers achetés peu cher par l'État dans les années 60-70, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un parcours résidentiel extrêmement complet sur ce territoire, depuis la pérennisation de centres d'hébergement d'urgence et de pensions de famille, jusqu'au logement en accession libre à des niveaux de prix qui peuvent aller parfois jusqu'à 6 000 €, voire plus, notamment sur le Val d'Europe. Et donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui une richesse du territoire de pouvoir accueillir tout un panel et de donner l'accès à du logement et de permettre à des institutionnels, notamment sur le logement social, de développer une offre complète. Donc ça, c'est plutôt sur les secteurs en aménagement public. Et puis ensuite, on a une partie de notre périmètre d'intervention sur du diffus, où des opérations d'aménagement sont en cours de développement. Et là, on est sans cesse en recherche de développer des nouveaux produits pour faire en sorte que le panel d'accessibilité au logement puisse s'élargir sur un territoire comme le nôtre. Et malgré tout, on voit qu'il y a aussi la nécessité d'avoir un certain nombre de dispositifs innovants, y compris pour redonner de l'attractivité aux investisseurs institutionnels et autres investisseurs. Et c'est l'objet du coup de Néoproprio. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, Néoproprio est parti d'une idée assez simple, c'est de dire que finalement, les classes moyennes, autrefois, c'était celles qui s'élevaient. Aujourd'hui, c'est les classes moyennes, elles se caractérisent par le fait qu'elles n'ont plus les moyens. Et donc, quels moyens ? Elles n'ont plus les moyens, notamment, d'acquérir leur logement. En fait, ce parcours résidentiel, depuis une trentaine d'années, se dégrade. On sait tous, les raisons sont multiples, on ne va pas les citer là, mais la réponse que l'on cherche à apporter, c'est une troisième voie. C'est-à-dire que pour nous, le parcours résidentiel, ça consiste notamment pour les classes moyennes de pouvoir acquérir une forme de logement. Les gens le font déjà sur leur voiture, ça s'appelle du leasing. C'est de l'argent à fond perdu, mais c'est une capacité quand même d'avoir une voiture. Sur le logement, c'est un bien qui est très particulier parce que la relation juridique et affective au logement, existentielle presque, elle est très forte. Donc nous, notre réponse est de dire on va vous donner la possibilité, pour le prix d'un loyer, d'acquérir, de rembourser un crédit et d'épargner. Alors ce n'est pas une propriété totale, enfin c'est surtout pas une propriété définitive, mais c'est une étape. C'est une étape qui permet de passer du statut de locataire au statut de propriétaire. Avec notamment comme avantage de pouvoir devenir définitivement propriétaire ou de ne pas être collé par son logement, puisque l'un des inconvénients d'être propriétaire, parfois, c'est de ne pas pouvoir revendre. Et donc on a mis en place ce dispositif dans cette logique-là. Ça, c'est pour les particuliers, et c'est aussi de répondre à cette difficulté qui est de dire comment faire revenir les institutionnels comme partenaires du logement, mais du logement privé. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque j'entendais la ministre ce matin nous dire on va créer le statut du bailleur privé pour les particuliers. Et on a cette espèce d'injonction contradictoire. D'un côté, on n'a pas envie d'avoir de propriétaires privés parce qu'on trouve que c'est pas très juste, qu'il y ait des particuliers qui louent à d'autres particuliers. Puis d'un autre côté, s'il y a des locataires, il faut bien des propriétaires. Donc, d'où cette idée de Néoproprio que j'ai créée effectivement en association avec un ancien ministre du Logement, Julien de Normandie, il y a maintenant 3 ans. Et donc il y a une première opération qui va prendre place dans une zone d'aménagement de l'EPAMARN. Tout à fait, sur le secteur des Cantous à Ormesson-sur-Marne, donc Val-de-Marne, qui est un territoire assez récent pour nous, pour l'EPAMARN. Et effectivement, la démonstration qu'on voulait faire sur cette opération, ça s'est fait via un AMI. Donc en fait, le groupement Néoproprio de Mathieu Hébert Immobilier ont été lauréats d'un appel à projet.
Et on voulait faire cette démonstration effectivement que sur la partie logement libre, on pouvait avoir une intelligence de montage qu'on peut avoir dans une traduction plus en accession sociale ou locatif. On parle bien évidemment beaucoup de BRS, on parle de LLI. Et donc nous, on voulait faire la démonstration que sur cette partie d'accession libre, on pouvait avoir aussi une démarche innovante qui donne envie à des ménages qui ne peuvent pas avoir forcément la possibilité de devenir acquéreurs tout de suite, de pouvoir passer par une étape intermédiaire et surtout d'avoir le choix. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait, nous on a un opérateur depuis 55 ans maintenant sur ce territoire, on sait que la vie des ménages évolue, on sait que les besoins évoluent énormément. Et donc, on voulait permettre aux acquéreurs de cette opération d'avoir cette agilité, de pouvoir changer à un moment donné de position en fonction des évolutions des vies de chacun. Et donc, effectivement, cette opération avance bien. On est au stade aujourd'hui du permis de construire et de la commercialisation. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se démontrer. C'est important pour nous. La maire de Ormesson-sur-Marne nous a suivis parce qu'elle voulait, dans une opération comme ça, c'est une opération de 400 logements collectifs dans un tissu pavillonnaire. Donc elle voulait aussi faire la démonstration qu'une démarche d'opération d'aménagement public apporte pas forcément qu'une architecture d'un bâtiment collectif, mais apporte aussi une vraie attractivité en termes d'accession au logement. Alors, en dehors de ce dispositif, il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui pourraient être mis en place. On en a évoqué certains en préparant le studio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot sur la façon dont d'autres dispositifs financiers pourraient aider à produire du logement abordable et notamment d'autres dispositifs qu'on pourrait transposer de choses qui se font en Europe? Alors, bon, le dispositif que l'on met en place repose sur un bail amphithéotique. Comme le bail réel solidaire d'ailleurs, comme le bail à construction. Ces dispositifs de baux amphithéotiques, c'est simplement un contrat de propriété pour des durées très longues, 18 ans à 99 ans, et dans lequel la flexibilité contractuelle permet finalement aux deux parties que sont l'acquéreur de cette propriété temporaire, comme dans les offices civils de Lyon, finalement de déterminer ses choix. Bon, ça, c'est pour le flux, c'est-à-dire les nouvelles constructions, disons les nouveaux acquéreurs. On pourrait aussi envisager, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, c'est de s'attaquer au stock. Aujourd'hui, ma génération, on a eu la chance d'acheter, en plus pas cher, et de se loger. On est à 70% propriétaire. J'entendais ce matin également la ministre parler de cette fameuse disposition de pouvoir donner à chacun de ses enfants 100 000 euros par parent, grands-parents, etc., etc. Qui a 100 000 euros de cash? Pas grand monde. Par contre, qui a un appartement qui vaut de l'argent? Pas mal de gens. On pourrait très bien anticiper que ce qui se fait dans beaucoup de pays, que l'on fasse ce qu'on appelle des pré-avances mutations, c'est-à-dire une avance sur l'héritage. Dans beaucoup de pays, vous pouvez même le faire en ligne, sur Internet. Vous mettez les caractéristiques de votre logement, on va vous prêter, qui pour faire des travaux de rénovation, qui pour donner de l'argent à ses petits-enfants, ou juste mieux vivre sa retraite. Finalement, le logement est devenu pour toute une génération leur fonds de pension. Simplement, un fonds de pension, normalement, on peut tirer dessus pour vivre. Le logement, aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, effectivement, cette idée de se dire il y a grosso modo 4 000 milliards d'euros, c'est-à-dire une fois et demi le PIB qui est stérilisé dans le logement par des propriétaires acquittés qui ont plus de 60 ans, de leur dire si vous le souhaitez, vous pouvez emprunter une partie de cette valeur pour pouvoir finalement vivre mieux, transmettre par anticipation, etc. C'est une révolution. Mais l'allongement de la durée de la vie, je rappelle qu'en 1970, on décédait à 72 ans. L'allongement de la durée de la vie retarde non seulement considérablement la transmission, mais en plus nécessite des besoins financiers pendant beaucoup plus longtemps que quand on décédait 5 ans après son départ à la retraite. Donc d'utiliser finalement ce capital que représente le logement que l'on a acquis pour faire cette jointure, ce transfert intergénérationnel. Il n'y a aucune raison que des jeunes de 30 ans payent finalement les pattes de quelqu'un de 75 ans ou 80 ans qui est riche par ailleurs d'un patrimoine immobilier stérilisé. Voilà, donc c'est ce type d'innovation financière qui peuvent être extrêmement importantes pour des territoires entiers, pour des sociétés avec un grand S.
Peut-être une dernière question. L'Institut Montaigne a sorti un rapport sur la propriété il y a quelques jours, en pointant notamment le fait qu'un certain nombre de dispositifs pouvaient créer des situations d'inégalité, on va dire, ou renforcer des situations d'inégalité, en accentuant quelque part la capacité à avoir un capital pour ceux qui ont déjà les moyens, et du coup un système, ce qu'ils ont appelé de semi-propriété, alors qui n'est peut-être pas très le bon vocabulaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura besoin, à court ou moyen terme, d'avoir un peu de régulation, éventuellement de la Commission européenne, sur ces dispositifs qui se développent partout en Europe, pour justement essayer de garder une certaine égalité malgré des nouveaux mécanismes financiers? Alors, j'ai toujours la même problématique. Si on veut des locataires, il faut des propriétaires. Effectivement, ce qu'a pointé du doigt l'Institut Montaigne, c'est le fait qu'il y a une concentration de la richesse immobilière dans un nombre limité de propriétaires. Mais il faut bien des propriétaires. Alors, soit on fait un statut du bailleur privé, ce qui semble être la voie aujourd'hui prise notamment en France, soit on redonne de l'attrait au logement pour des investisseurs institutionnels en dehors du logement social, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, qui doivent y retrouver un intérêt. Aujourd'hui, c'est très compliqué, puisqu'en fait, on a une sorte d'injonction contradictoire en disant il faut subventionner le logement, mais si on subventionne le logement, ça veut dire qu'on va subventionner les propriétaires. Si on ne veut pas le subventionner, il faut bien changer les modèles. Et c'est notamment l'idée de néoproprio, mais il peut y avoir d'autres systèmes, bien évidemment. Mais une fois de plus, on est en pleine contradiction permanente. Vous voulez créer du logement, il faut que ce logement, aujourd'hui, on sait très bien que le logement coûte de plus en plus cher, on sait très bien que la rareté du foncier, que les coûts de construction, que les normes, tout ça, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Alors maintenant, c'est devenu insupportable. La financiarisation de l'immobilier au sens large est devenue insupportable. Il ne faut pas définanciariser, il faut que la finance joue son rôle. Et le rôle de la finance, c'est d'intermédier les agents économiques. Et les besoins des agents économiques particuliers qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin de se mettre de l'argent de côté, d'épargner, de vivre, finalement n'ont pas les mêmes contraintes et objectifs que des institutionnels qui, eux, ont le temps devant eux. La finance, elle est là pour ça. Mais si elle n'est pas utilisée pour ça, elle est mauvaise. Et c'est le problème sur le logement. On compare quand même aujourd'hui des pays d'Europe qui n'ont clairement pas la même réglementation. On est clairement en France, nous, le plus exigeant sur la réglementation. Les pays nordiques sont très avancés sur les ENR. La Suède ou l'Angleterre est très avancée sur la performance énergétique, mais pas aussi fortement que nous. Il faut être un petit peu aussi raisonnable. C'est aussi ce que la ministre est en train de faire avancer comme réflexion sur passer ou pas les seuils de la RE, seuil 28 ou 31. Honnêtement, aujourd'hui, Xavier vient de le dire, quand vous cumulez la difficulté d'aller financer un nouveau propriétaire, quand vous cumulez le poids du foncier dans l'équation économique d'une opération et quand vous cumulez les surcoûts techniques d'une opération, tout ça arrive à un moment donné à une équation qui consiste à être sur un prix de logement trop cher, donc pas accessible à l'acquisition, et donc de permettre qu'à une seule partie des Français de pouvoir acquérir pour le relouer ensuite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie question à se poser sur cette question d'abordabilité, c'est est-ce que, bien évidemment, il faut être vertueux, bien évidemment, il faut du confort d'été dans un logement, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'aujourd'hui, la filière française du bâtiment est prête à assumer des seuils de performance encore plus élevés pour générer finalement des surcoûts qu'on n'arriverait pas à traduire sur de l'abordabilité de l'acquisition? Donc ça, c'est vraiment, je pense, un sujet. Et puis on a quand même une vraie question, je parle de manière très tranquille en tant qu'opérateur d'État. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une réflexion à avoir sur le prix du foncier? Est-ce qu'une action de l'État, est-ce que des dispositifs réglementaires ne sont pas réellement à mettre en place sur le poids du foncier que représente une opération dans le diffus? Parce que quand vous êtes dans une opération d'aménagement d'ensemble, vous avez une capacité, non pas de maîtrise, mais en tout cas vous avez une capacité d'une certaine régulation que vous n'avez pas clairement dans le diffus. Et je pense que d'ailleurs dans les entretiens avec Dissociata d'il y a 1 ou 2 ans, on parlait de cette question justement de la manière de réguler le poids du foncier dans le diffus. Et c'est vrai que c'est une question qui, à ce stade, n'est pas réellement posée dans le dispositif législatif, et je pense qu'il va falloir vraiment y passer.
Merci à tous les deux pour votre éclairage. Je pense que ce sera très intéressant de voir la suite et puis de pouvoir aller voir les premières opérations qui vont sortir d'ici quelques mois. Très bientôt à Nord-Messon.